podcast. Affaire Ranucci, épisode 10. Épilogue. Depuis le procès de Christian Ranucci en 1976, la justice a changé. En premier lieu, et c'est évidemment le plus important, la peine de mort n'existe plus. Par ailleurs, depuis l'an 2000, les condamnés des assises peuvent faire appel du jugement, alors qu'en 1976, le seul recours possible était le pourvoi en cassation qui juge le droit et non les faits. Pour ces deux raisons, en 1976, la responsabilité des jurés en cour d'assises, simples citoyens tirés au sort parmi une liste d'électeurs, était énorme. En 2017, Geneviève Donadini, jurée au procès de Christian Ranucci, publie un livre sobrement intitulé « Le procès Ranucci ». Elle y témoigne de son expérience douloureuse et plaide pour un suivi psychologique des jurés. Écoutons-la dans l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture. Elle raconte la fin du deuxième et dernier jour du procès, après le réquisitoire et les plaidoiries. Moi, j'étais un peu admirative devant leur façon de s'exprimer, avec des phrases quand même plus ou moins chocs. Je me souviens que Maître Lombard avait dit « Madame, messieurs les jurés, vous êtes aujourd'hui les plus puissants du monde. Vous avez la possibilité de faire tomber cette tête. » Je veux dire, quand vous entendez des phrases comme ça, ou quand vous entendez celle de l'avocat général qui dit « Ranucci, vous êtes au-delà de la pitié des hommes », que Dieu vous assiste. Bon, moi j'étais, comme vous dire, la petite madame tout le monde, là, de 35 ans. Je n'étais jamais rentrée dans un tribunal, je n'avais jamais assisté à un procès, je n'avais jamais entendu de plaidoirie. Bon, c'est quand même quelque chose qui vous marque et qui s'imprègne un peu en vous, quoi. C'était un moment qui était très fort pour moi et en même temps, ça me confortait dans mon opinion, à savoir que je changeais d'opinion toutes les 5 minutes, suivant qui j'entendais, qui j'écoutais. Je n'arrivais pas à me faire une opinion, si ce n'est que, bon, je pensais qu'il était coupable, ça c'était sûr, mais bon, est-ce qu'on m'aurait démontré qu'il avait des circonstances atténuantes? J'étais preneuse. Mais ça n'a pas été le cas. Il n'y en avait peut-être pas. Je me sens un peu perdue. Et je me dis, tu n'as pas la capacité de juger, quoi. On me demande de juger alors que je n'y connais rien. On ne me demandera pas de faire une opération chirurgicale si je ne suis pas chirurgien. Chacun dans la vie a ses spécialités. Et là, la justice, je ne savais rien de la justice, quoi. C'est ce qui m'a vraiment perturbée, de dire mais tu as quand même la possibilité de le tuer, ce garçon, quoi. Donc quoi qu'il ait fait, tu es là, tu vas décider de sa vie ou pas. Voilà, il va vivre ou il va pas vivre. L'angoisse est venue à un moment très précis, à savoir lorsque on nous a fait circuler de main en main, donc la main des jurés, les photos de la petite fille, donc la petite fille massacrée, le couteau, donc taché de sang, et la petite chaussure. Et je pense que c'est cette petite chaussure que je garde dans la tête, petite chaussure qui était bien sûr tachée de sang. Alors là, l'émotion quand même vous submerge à ce moment-là. Madame et messieurs les jurés, vous allez vous lever, on va dans la salle des délibérations et on va délibérer. Et il y a une petite porte derrière la salle, là, et donc nous partons tous et nous allons nous installer dans cette petite salle de délibération. Donc nous nous sommes installés autour d'une table, au milieu de laquelle il y avait une urne, une espèce d'urne, voilà. Et donc les délibérations ont duré entre 2 et 3 heures, quoi. Ça n'a pas duré énormément de temps. Il y a 2 questions principales. Il y en a plusieurs, mais 2 questions principales. La première, est-il coupable? Oui ou non? Ensuite, a-t-il des circonstances atténuantes?
S'il avait eu des circonstances atténuantes, il aurait pu échapper à la mort. N'ayant pas de circonstances atténuantes, c'était forcément la mort. Donc ce qu'il fallait faire pour qu'il n'ait pas la mort, c'était voter les circonstances atténuantes. Alors la seule chose que je peux dire, c'est que ce qu'a dit le président du tribunal, c'est qu'il a été condamné à mort par 8 voix au moins. Mais ça, c'est la loi qui le dit. Alors, je ne sais pas maintenant comment c'est, puisque il n'y a que 6 jurés. Il faut 8 voix au moins pour que la sentence soit appliquée. Et donc après, il a compté les voix, et puis voilà, il a dit, c'est... Et c'est ce qu'il a dit après, donc par 8 voix au moins, il a été condamné à mort. Donc nous sommes rentrés tous les uns après les autres dans cette salle. Je dirais que j'étais très très perturbée. Et donc ça, je peux le dire parce que Maître Le Forcenet l'a écrit dans son livre. Il a écrit lorsque les jurés sont rentrés, Maître Lombard m'a demandé de les regarder. Moi, je ne les regarderai pas, regarde-les. Et Maître Le Forcenet, il dit « J'ai regardé la dame jurée » et il a dit à Maître Lombard « C'est foutu ». Je venais de participer, même si la décision elle est collective, une décision collective de peine de mort. Et que donc ce jeune qui était là, qu'on voyait, il serait sans doute décapité. Des gens dans la salle ont crié bravo. Donc j'ai dit mais c'est pas possible. On crie bravo parce qu'il y a un jeune de 22 ans qui va être décapité. Donc je me suis enfuie. J'ai repris ma voiture et j'ai pleuré tout le long en arrivant. Et même là, en parlant encore, 40 ans après, je sens l'émotion qui monte. Ça ne m'a pas lâchée. Cette émotion, c'est disons, d'avoir participé, malgré moi, d'avoir participé à une décision qui n'est pas humaine. Même si on peut la comprendre, même si on peut comprendre la douleur des parents, même si on peut comprendre. Mais on demande à des personnes comme nous jurés qui n'avons rien demandé, on leur demande de prendre une décision. Et je ne dirais pas qu'on les force, mais on les encourage, on les incite à prendre une décision inhumaine. Donc c'était contraire à tous mes principes. Et malgré moi, j'y ai participé. J'ai perdu ma légèreté parce que je ne pensais pas que... Moi, j'étais quelqu'un de très gai. Je ne pensais pas avoir participé à quelque chose comme ça. Oui. Et moi, ensuite, après, j'ai eu une vie tranquille. J'ai fait des études tranquilles. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. J'ai eu une vie très, très tranquille. Et d'un coup, ça m'a remis dans une réalité qui n'est pas aussi belle que ça, quoi. Une gravité que j'avais pas envie d'avoir. Ça a changé ma vie. Ouais, ça a changé ma vie. Donc j'ai pleuré sur la route, effectivement. J'arrivais à la maison. Mon mari m'a quand même là questionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a été condamné à mort. Bon, on n'en parle plus. Puis après, dans ma tête, je me disais, il y a encore la grâce présidentielle. Et puis, il n'y a pas eu de grâce. Les mois qui ont suivi, je l'ai un peu oublié. Donc j'ai eu des préoccupations, disons, familiales qui m'ont éloignée un peu de ce procès. Et puis, voilà, après, il est arrivé le 28 juillet. Le 28 juillet 1976, où j'étais en vacances à la montagne avec mon époux et mes enfants. Et le matin, je mets la radio et j'entends Chryssia Ranucci a été guillotinée ce matin à la prison des Baumettes. Et alors là, ça a été la stupéfaction, les larmes sont revenues. Et puis, c'était une information tellement décalée, quoi. Je veux dire, au milieu des brèves, au milieu de la météo, au milieu de ce qui se passait à l'époque. Je ne sais même pas ce qui se passait à l'époque, mais bon, comme ça, d'un coup. Et donc,
Je me suis remise à pleurer, mon mari est arrivé, mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as? Et je lui dis, mais ils l'ont tué, ils l'ont tué. Et lui, très loin de ça, me dit, mais ils ont tué qui? Et je dis, ben, ils ont tué Ranucci. Et il me répond, ben oui, c'est vrai, c'est ce qui devait se passer. C'est ce qui devait se passer. Oui, en 1976, quand la peine de mort existait encore en France. Car souvenons-nous des mots de Maître Paul Lombard. La justice est la fille de la conjoncture et la concubine du hasard. Et si l'affaire Ranucci fut au cœur des débats sur la peine de mort, l'abolition est un enjeu de société qui dépasse très largement la question de la culpabilité ou non du condamné. Merci d'avoir suivi cette série des Archives du crime consacrée à l'affaire Ranucci. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle affaire. Les Archives du crime est un podcast produit par l'INA.